fait deux groupes, de départ. Ça va croiser, ok? Et jaune, la moitié ici. Bon, Ruben, on est déjà bien avancé dans le mois de janvier. Tu avais été élu joueur de décembre il y a quelques jours par les supporters du MHSCR. Déjà, on va revenir sur cette période d'avant les fêtes. Comment tu l'as jugé? On a joué deux matchs. Enfin, on a joué Lyon et Lille. Donc voilà, un mois de décembre un peu mouvementé à cause des manifestations, tout ça. Mais aussi content de pouvoir obtenir ce trophée. Après, voilà, je remercie les supporters, j'espère en obtenir d'autres. Mais non, quand même assez déçu de ne pas pouvoir enchaîner les matchs, de ne pas avoir pu enchaîner les matchs. Donc voilà. Bon, on imagine que ta frappe... Je pense que ma frappe a beaucoup joué pour obtenir la distinction, mais voilà, content d'avoir aussi marqué mon premier but en pro sous les couleurs de Montpellier. Justement, ce premier but avec Montpellier, c'est quelque chose de marquant, quelque chose dont tu te souviendras. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce qui s'est passé un peu là Surpris, ouais. Déjà surpris, je ne me suis pas posé de questions, voilà. Mais comme je l'ai dit précédemment, je suis vraiment content d'avoir pu marquer mon premier but en professionnel avec ce club, parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et j'espère en mettre encore d'autres. Tu peaufineras la célébration? Ouais, non, après la célébration, je voulais faire un saumon, c'était plus une truite. Mais non, j'ai quand même fait attention, j'ai pas voulu me faire mal ou autre, donc voilà, j'ai assuré, on va dire. Bon, tu as continué un peu sur ta lancée du mois de décembre, puisque tu as été notamment à Dijon dans l'équipe type de l'équipe, par exemple. C'est contrasté par rapport à l'équipe, parce que certaines parlent, comme tu viens de le faire, du manque de matchs, peut-être en décembre, qui a fait que ça vous a peut-être un peu pénalisé sur cette reprise du mois de janvier. Peut-être, après, voilà, j'ai pas envie qu'on nous trouve des excuses. On a envie de repartir de l'avant, enchaîner avec les victoires, retrouver le goût de la victoire, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné. Et on va essayer de gagner à Rennes ce week-end, ça passera par là si on veut retrouver le maximum de confiance pour pouvoir repartir de l'avant. Après une déception en Coupe de France et ce match à Nantes qui est un peu biaisé par l'expulsion de Gaëtan. Il y a ce match à Dijon, il fallait absolument pas perdre pour pas prendre vraiment un coup derrière la tête. Non, voilà, pour continuer à croire en quelque chose, il fallait pas perdre à Dijon. Comme tu l'as dit, les matchs précédents, c'était un peu spécial. La Coupe de France, c'était un peu spécial et Nantes aussi. Maintenant, voilà, on va enchaîner. Donc, on a envie d'aller à Rennes avec l'envie et la détermination pour obtenir un résultat. Bon, on t'a senti comme à tes plus belles heures à Arnieux, que t'en voulais, ce match à Dijon. Tu as été même frustré, on avait l'impression, par le fait que vous enfonciez pas le clou quand vous pouviez, peut-être en première mi-temps et même en seconde mi-temps quand vous étiez mené. Tu étais vraiment frustré sur ce match? À la fin du match, ouais, j'étais pas content. Je me suis dit on aurait pu repartir de Dijon avec quelque chose, même si eux aussi ont eu des situations, des occasions, mais voilà, c'était un match ouvert. Après, je pense qu'on aurait quand même pu enfoncer le clou. En première mi-temps, on a eu une belle situation, mais non, j'étais énervé parce qu'on n'a pas eu les 3 points. Après, on repart avec le match nul, c'est déjà mieux que rien parce qu'on était mené au score. Donc l'équipe a su faire preuve de révolte et pour obtenir ce match nul et rester, on va dire, dans la course. Bon, on voit que ça s'est beaucoup resserré dans le haut du tableau, avec des équipes qui étaient à un moment donné peut-être à 8, 9 points de vous, comme Rennes, Nice, qui reviennent bien. Saint-Etienne qui a fait un peu le trou hier soir, même s'ils ont un match d'avance. Comment ça vous joue dans vos têtes, dans la façon dont vous abordez les matchs? Ça vous met une petite pression supplémentaire ou... Comment tu juges ce fait que ça se resserre comme ça au classement? Ça montre que la Ligue 1 est un championnat très relevé. Après, je pense qu'il n'y a pas de secret. Si on veut continuer à rester dans le coup, il va falloir enchaîner quelques victoires. Parce qu'il y a de très bonnes équipes. Saint-Etienne l'a démontré hier soir. Il y a Rennes qui enchaîne aussi. Mais ça sera face aussi à ces équipes-là qu'il faudra montrer que nous aussi, on veut rester où on est et y croire, quoi. Il y a eu le mercato aussi, et un peu de sang frais qui va être amené, notamment sur vos postes des arrières d'aile. C'est quelque chose qui vous avait fait un peu défaut l'année dernière, bon, même si vous n'avez pas plus les coupes à jouer. Comment tu juges le fait que vous allez pouvoir peut-être respirer à des moments donnés ou c'est quelque chose qui, justement, avec les coupes qui ne sont plus là, toi tu as tout le temps envie de jouer, j'imagine? Moi j'ai tout le temps envie de jouer, enfin tout le monde a tout le temps envie de jouer. Après, si à un moment donné on me fait tourner, ça veut dire que
le staff trouve que je suis moins performant ou que je suis peut-être un peu plus fatigué ou moins dans le coup tout simplement. Après, à moi de montrer que je serai tout le temps dans le coup. Mais ça peut être que bénéfique pour tout le monde et tirer le meilleur de chaque joueur vers le haut. Bon, on n'a pas encore vu l'Uruguayen à l'entraînement. Tu as pu voir le joueur serbe qui nous a rejoint, que ce sont tes premières impressions? J'ai vu 2 entraînements. C'est un très bon joueur, je pense. Hein. Mais après, on en verra encore plus quand il se sera mieux adapté, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident, surtout qu'il ne parle pas la langue. Mais on fera tout pour le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il nous amène le meilleur de lui-même. Bon, pour conclure, il y a ce match à Rennes dimanche face à un prétendant à l'Europe qui revient bien. Comment tu penses que vous allez l'aborder toi et comment tu vois ce match? Un match pas facile. Après voilà, je pense qu'il faut qu'on retrouve aussi cette grinta qui nous réussissait dans la première partie de saison. Voilà, qu'on soit tous motivés à 100% parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais non, un match pas facile. Va falloir y aller avec les crocs si on veut obtenir un résultat. Bon, pour conclure, un petit mot aux supporters qui t'ont élu. Donc, on rappelle le joueur de décembre. Et bon, on sait que quand c'est le 27 janvier à la Mosson, ça fera un mois qu'ils ne vous auront pas vu. Un petit mot pour eux et pour les pousser à vous encourager justement face à Caen. Je voudrais les remercier déjà de m'avoir offert ce trophée. Et les remercier aussi par rapport à l'année dernière parce qu'ils m'ont offert un très très beau trophée. Et qui continuent à nous encourager comme ils le font à l'extérieur aussi. Voilà, ils sont souvent là. Et on compte sur eux et on fera tout pour leur donner un petit bonus à la fin de saison. Voilà, et allez la paillade. Les amis, c'est Thomas et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va parler un peu de José Mourinho et de son avenir. En effet, si l'entraîneur portugais jouit d'un palmarès à 27 titres, ce qui remplit allègrement une salle à trophées, son futur professionnel inquiète les observateurs du ballon rond. Alors qu'il était en poste depuis 2016, le portugais de bientôt 56 ans a été licencié de son poste de Manchester United le 18 décembre dernier. Mais pourquoi? Eh bien les raisons, elles sont à la fois sportives et extrasportives. En effet, si José Mourinho a fait les frais du plus mauvais début de saison du club mancunien depuis 1990 avec 19 points de retard sur le leader en seulement 17 journées, il paie aussi ses très mauvaises relations avec Ed Woodward, le directeur général du club, et avec les meilleurs joueurs tels que Paul Pogba, Alexis Sanchez ou encore Romelu Lukaku. Malheureusement pour le Special One, la Coupe de la Ligue anglaise et l'Europa League de 2017, ainsi que la 2e place en Première Ligue la saison dernière n'ont pas suffi à sauver sa tête et les dirigeants des Red Devils n'ont pas hésité à débourser pas moins de 25 millions d'indemnités et de licenciements pour s'en débarrasser. Pourtant, à mon humble avis, le problème il est ailleurs pour le Portugais. En effet, le principal problème pour ce dernier, c'est qu'il est incapable de durer plus de 3 ans à la tête d'un club. Avec José, l'amour dure 3 ans et en général, ça finit mal. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est de voir qu'il y a des personnes qui ont même fait un théorème à ce sujet, à savoir que la première année pour Mourinho à la tête d'un club correspondrait à une année d'adaptation pour les joueurs, la 2e année correspondrait plutôt à une année où les performances sont au rendez-vous, et la 3e année correspondrait à la crise et à un licenciement certain. Cependant, si le Portugais est un habitué des licenciements ces dernières années, avec le Real Madrid et Chelsea par 2 fois, celui-ci il est beaucoup plus inquiétant car il pose de nombreuses questions. José Mourinho est-il fini? L'ère du Special One est-elle achevée? Fait-il encore partie des meilleurs entraîneurs du monde? Ces questions font débat et je me dois de vous rappeler que si Manchester United est le club le plus titré actuellement en Angleterre, c'est surtout un club qui est en perte de vitesse et un peu de prestige depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013. Donc si les dirigeants ont décidé de se débarrasser de cet entraîneur alors que le club ne fait plus partie du peloton de tête en Angleterre sur ces dernières années, c'est que le mal était profond. Du coup, je vais répondre à la question qui fâche, José Mourinho est-il cramé? À cette interrogation, j'ai envie de répondre non, du moins
Pas complètement. En effet, si on parle de sa façon de manager un club, il est clair que l'entraîneur aux 2 Ligues des Champions n'est plus du tout à la page, car le rapport de force avec les joueurs qu'il a essayé de mettre en place chez les Red Devils, il est complètement démodé, et que son message de meneur d'hommes ne passe pas auprès de la nouvelle génération. Par contre, d'un point de vue tactique, je serais beaucoup plus mesuré, car par exemple, l'équipe de France en 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, a démontré que bien défendre et contrer en se projetant vite vers l'avant, ça marche, c'est assez efficace, et c'est en général le fer de lance de José Mourinho. Donc en gros, si José Mourinho est complètement cramé d'un point de vue management, il n'est pas non plus mort tactiquement, ce qui laisse de l'espoir pour l'avenir. Mais alors, que peut-on lui souhaiter ? C'est assez paradoxal, mais la meilleure chose que je peux lui souhaiter, c'est de ne pas retrouver un club dans l'immédiat afin qu'il se remette en question et qu'il aborde une nouvelle approche footballistique peut-être plus humaine avec les joueurs. Et clairement, s'il est capable de faire une autocritique et de changer derrière, il restera alors dans l'histoire comme l'un des meilleurs coachs, sinon il tombera dans les oubliettes malgré son palmarès XXL. Voilà les amis, cette vidéo s'achève ici et je vous remercie chaleureusement pour votre attention. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Enfin, si vous kiffez ce genre de vidéo analyse, je vous invite à commenter et moi je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La bise. Le comte, il a une contusion thoracique. Ouais, il est pas apte à jouer. On le préserve pour Caen. C'est assez revenir pour Caen. Ouais, parce qu'il a une douleur. Pour l'instant, il n'est pas apte à jouer là. Il a une grosse contusion thoracique. Et il a joué à Dijon. Ouais. Il a une grosse contusion contre Nantes en fin de match. Et depuis, il joue avec la douleur. Ouais. Non, ils ne sont pas qualifiés, ni l'un ni l'autre. De toute façon, Suarez, il arrive que lundi. Et Mialo, il est reparti faire ses papiers. Et, il sera de retour au plus tard mercredi. Dolly, il est en arrêt encore parce qu'il a le tendon fléchisseur du gros pouce qui est inflammé et c'est ce qui le handicape. Il est à l'arrêt encore 15 jours jusqu'à début février. Après, il va se réathlétiser pour une quinzaine de jours pour pouvoir, pas avant mi-février. Non, on a un gardien supplément Dimitri qui va jouer. Je vois pas pourquoi on va modifier notre animation par rapport au gardien. On a un gardien à qui on a confiance et il va faire un gros match, pas de problème. Il y a plein de paramètres qu'on peut. La coupure des matchs annulés, il y a des méformes individuelles, des bêtises collectives, l'animation défensive, voilà. Il y a plein de choses qui ont fait qu'on est moins performant. Et on a des matchs à jouer pour se remettre dans le bon sens. Et on va à l'arène comme tous les matchs pour les gagner. C'est tout, c'est un tout, c'est complet. Défensivement, là, on fait des erreurs qu'on ne faisait pas en début de saison. Quand on fait une petite erreur, on n'arrive pas à rattraper collectivement l'erreur individuelle d'un partenaire pour couper l'action adverse. Voilà, et puis offensivement, on est moins efficace que ce qu'on a été. Voilà, il faut qu'on retrouve une unité collective bien meilleure qu'on monte actuellement. Mais je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense qu'on va redémarrer et on va repartir dans le bon sens. Je ne sais rien. Tu as toujours des périodes dans une saison où il
il y a des trous. Peut-être que d'autres équipes vont avoir des trous prochainement. Et voilà. Le truc, c'est de se remettre dans le bon sens ensemble et d'être unis et de repartir vers l'avant. Ouais, ils tournent bien, mais ils ont perdu à Guingamp quand on est dernier. Bien sûr que c'est un concurrent, ils sont à 2 points derrière nous. C'est un concurrent comme toutes les équipes qui sont là. Voilà. Même Lille est concurrent direct avec nous aussi. Hein. Ils ont 37 points, on a 31 points. Voilà. On est concurrent de Lille aussi. Pourquoi pas nous aller chercher la 2e place. Voilà. Et il faut avoir l'ambition et se donner les moyens. Entre parler aujourd'hui et après de réaliser sur le terrain. Tout le monde est concurrent. Tout est serré. C'est les équipes qui vont faire des séries de victoires qui vont se retrouver là-haut, hein, comme chaque année. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes et il faut qu'on retrouve le goût de la victoire. Alors, on a stoppé la spirale de défaites d'affilée et il va falloir maintenant repartir de l'avant en gagnant. Mais déjà, je récupère la board. Mais mes 2 couloirs qu'on a recrutés, ils ne sont pas qualifiés, je te dis. Il y a d'autres solutions aussi, ouais. Tout est possible. Est-ce que là, c'est une solution, par exemple tu verras ça dimanche, s'il est sur le terrain ou s'il n'est pas sur le terrain. Je ne peux pas te le dire maintenant. Hein. Il est susceptible, comme Oyongo, comme Koza. Bonjour chers amis, nous nous retrouvons ce matin et nous vous proposons de nous retrouver hebdomadairement, une fois par semaine, en direct du centre d'entraînement de Gramont. Et cette semaine tout particulièrement, ce sera l'angle de nos rendez-vous, pour ouvrir la boîte à souvenirs, évoquer des moments qui ont marqué l'histoire de notre club et en particulier liés directement au match qui s'approche au calendrier. Alors cette semaine, évidemment, nous sommes tout proches du déplacement à Rennes et pour se rappeler de bons souvenirs de Rennes. On ne pouvait pas trouver meilleur exemple pour débuter ce rendez-vous que notre ami Souleymane Camara, qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés ce matin. Souleymane, vous savez pourquoi je vais vous parler de Rennes? Oui. Alors, on va quand même s'en approcher lentement mais sûrement, parce que vous en êtes à votre 12e saison, je crois, à Montpellier, la 10e en Ligue 1. Et évidemment, c'est se rappeler cette extraordinaire, cette mythique, inoubliable saison 2011-2012, où vous avez quand même, mine de rien, Souleymane, j'ai bien appris ma leçon, disputé 33 matchs, et vous avez marqué 9 buts. Et sur ces 9, vous en avez marqué 3 contre Rennes. De là à ce que les Bretons pensent le week-end prochain que vous êtes leur bête noire, il n'y aura pas loin. Alors vous avez marqué 2 buts au match aller contre Rennes cette année-là du titre, à domicile, et vous étiez déjà celui qu'on a qualifié plus tard effectivement de super sub, puisque vous étiez remplaçant lorsque vous aviez marqué 2 buts à domicile. Et puis il y a eu ce but à Rennes. Ça, c'était la 36e journée de championnat, vous vous en souvenez? Oui, je me souviens très bien de ce match-là, parce que juste avant, on joue la semaine d'avant, on joue contre Evian, et on fait un match nul, et je rate un penalty. Et je m'en voulais à ce match-là et je voulais me rattraper et c'est ce que j'ai fait et on a gagné contre Rennes. Alors il y a 2 images fortes sur ce match-là qui est très très important comptablement pour ce qu'il va se passer les semaines suivantes. Déjà, vous propulsez l'équipe grâce à ce but victorieux, le seul à Rennes. C'est vous qui l'avez marqué. Vous propulsez donc vers la perspective d'accéder à la Ligue des Champions avant même de caresser l'espoir de devenir champion tout court. Ce but-là à Rennes, vous n'êtes pas le seul à vous en rappeler parce que vous avez marqué beaucoup dans votre carrière de buts venus de notre monde, mais celui-là, il est venu d'une autre galaxie, ironie mise à part, quoique. Ouais, c'est vrai que bon, pour moi, comme je l'ai toujours dit, hein, tous les buts sont importants. Et effectivement, ce but-là était particulièrement important. On avait gagné, je rappelle, on avait gagné 2-0, je crois. 2-0, oui, 2-0. C'est là qui avait marqué le deuxième but.
Et je me faisais chambrer à chaque fois à l'entraînement avec Cyril Jeunechamp et Romain Pitot et Vito. À chaque fois, il disait qu'il n'y avait que moi qui faisais des doubles contacts devant le but. Il y en a eu des contacts. Ben justement, je ne sais plus c'est qui met en retrait le ballon. Et donc, Je crois que c'est Rémi. Ouais, donc je glisse sur le pied d'appui et je frappe. Le ballon il tape sur mon pied d'appui. Du coup, le gardien est parti de l'autre côté. Donc le ballon est parti à l'opposé. Donc j'ai marqué ce but-là qui m'a libéré moi personnellement par rapport au match précédent et évidemment qui nous a mis droit chemin pour la victoire. Et qui surtout a soulagé un homme particulièrement, le regretté président Louis Nicolin, dont on se souvient de quelques plans. Il était dans les tribunes et il n'en menait pas large. Ouais, c'est sûr que je me souviens, il était sur le banc à chaque fois, il vivait le match à fond et donc c'était des moments formidables. Et voilà. Vous glissez, hein, on revoit la scène, vous marquez un but, vous allez être peut-être le premier étonné de ce but. Ben, quand même pas. Étonné, non, mais bon, j'étais bien placé quand même, parce que bizarre parce que la manière dont j'ai marqué le but, j'ai eu un peu de réussite surtout. Donc, comme on dit, on l'a toujours dit, la réussite, il faut la provoquer. Les années passent, mais le sens du but, lui, il reste. Hein. Ben, c'est clair. En tout cas, on essaye à chaque fois qu'on a la chance d'être sur le terrain, avoir l'occasion de marquer. Et oui, c'est sûr qu'on essaie de le mettre au fond. Ce but-là, il restera inoubliable parce qu'il aura été l'un des maillons de la chaîne amenant le club au titre. Vous étiez titulaire ce jour-là. Vous le serez peut-être pas dimanche à Rennes. Mais quand même, il y a ce feeling au Roison Park. Sait-on jamais, le Super Sub pourrait plus que jamais justifier son surnom. Ben en tout cas, moi d'abord, j'espère qu'on va faire un bon match à l'ensemble de l'équipe et que surtout qu'on va retrouver le chemin de la victoire. Et ça va nous faire du bien parce que là, on fait une belle saison jusqu'à là. Et que voilà, et j'espère aussi avoir l'occasion de rentrer et aider l'équipe à, pourquoi pas, marquer un but. Avec un terrain glissant de préférence. Peu importe, hein, l'essentiel qu'on gagne. Merci beaucoup, Souley. Cagnotte de 500 000 € vous tend les bras. Merci d'être avec nous pour cette dernière partie de la feuille de match que vous retrouvez tous les jeudis sur notre antenne. Vous le savez, on a déjà réalisé la grille parfaite. On aspire à réitérer notre performance. Pourquoi pas ce week-end? Il va falloir la valider samedi avant 14h55. Le match numéro 8, Rodi. Le match numéro 8 nous fait rester en Italie avec ce duel du haut de tableau entre Naples, le Napoli et la Lazio de Rome. La Lazio qui n'a gagné que 10 fois à Naples en 63 déplacements. Et oui, seulement 10 victoires pour la Lazio face à Naples. Maintenant, Naples est tellement loin de la Juve que Naples ne paie. Et puis, en même temps, proche des autres qui reviennent derrière, que les Napolitains n'ont pas le choix. Ils ne doivent plus traîner en chemin. Je vois une victoire de la Lazio, de Naples. Deux nuances de bleu. C'est ça? Oui, tout à fait. Alors, je serais plutôt pour le bleu plus vif. Ouais. C'est-à-dire que je vois une victoire de Naples. Je pense qu'effectivement, ils n'ont pas droit à l'erreur. Il y a quand même des poursuivants qui sont notamment la Lazio et l'Inter qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vois la victoire de Naples. Oui, difficile de pronostiquer autre chose, même si la Lazio a une belle équipe, hein, avec de beaux joueurs, mais
Napoli n'a plus le choix puisqu'il y a plus de 10 points de retard face à la Juve. Par rapport à la Juve, l'Inter est à 3 points derrière. Donc là, il ne faut pas traîner comme le disait Ronny. Donc Naples a ce qu'il faut. Naples joue bien aussi et Naples devrait s'en sortir à domicile. Vous avez une chemise très lazialiste, hein, au niveau du bleu. Non, ce sera pour moi effectivement Naples, c'est fort à San Paolo. Ah non, rien. C'est fort à San Paolo et ils ont tellement envie de regoûter à cette Ligue des Champions où ils ont été finalement le cocu de l'histoire en Ligue des Champions puisque finalement ils s'en sortent par... c'était eux qui étaient pressentis pour se qualifier. Et ils peuvent s'en prendre quand même. Bah oui. Tiens. Quand tu fais nul à Belgrade aussi. Tu t'en prends qu'à toi-même. Oui, voilà. Donc pour ces raisons-là, ils veulent y regoûter, il y a de la déception, donc ils feront le job au San Paolo. Et donc, victoire à la maison. La Lazio va payer les pots cassés. Absolument. D'accord. Surtout que c'est une équipe que je n'aime pas. Ah ben voilà. Non, mais ça c'est de la politique, voilà. C'est plus fort que moi. Ok, on comprend mieux. Oh, il y a Elias Véron aussi qui est pas mal. J'aime pas les fachos. Voilà. Oui, il y a une histoire un peu tumultueuse. Et on a vu Très bon documentaire. Le documentaire d'Olivier Dacour sur certains supporters. En Italie, je ne suis pas un singe. C'était assez édifiant quand même, hein, ce face-à-face entre Olivier Dacour et ce supporter, non seulement du football, mais du Doce. Il a même gravé sur... Il avait des croix gammées sur tout l'avant-bras. Il avait le visage du Doce sur sa poitrine. Tout son avant-bras, c'était des croix gammées déguisées. C'est pas rien. On va garder nos avant-bras là où ils sont pour ne pas être impolis, mais enfin on sait ce qu'on pourrait faire. À tout à l'heure. Oli, on reste en Italie. Toujours en Italie, la Serie A nous propose un certain Fiorentina-Sampdoria. C'est le match numéro 9 donc, de la grille. La Fiorentina qui n'a plus gagné depuis 3 ans qui, face à la Sampdoria. Et qui reste même sur une cuisante défaite la saison dernière. 3-1 face à ces Génois. Donc voilà, c'est un pronostic qui, pour ma part, sera ouvert. Victoire de l'une ou l'autre des deux équipes. Non, je miserai sur le domicile, la victoire à domicile, parce que bon, c'est un match du ventre mou du championnat. Et ce sont deux équipes qui se connaissent bien, puisqu'elles sont depuis fort longtemps dans le championnat italien. Je vois la victoire de l'équipe à domicile. Bruno, 3 points les séparent, c'est du kit ou double. C'est ça, et là je rejoins plutôt Ronny en me disant qu'elles sont tellement proches avec... effectivement, historiquement, je ne crois pas que ce sont des équipes qui fréquentent cette ligue depuis des années et tout ça. Et je pense que les deux vont vouloir l'emporter. C'est serré et je pense qu'ils vont essayer de l'emporter. Donc une victoire de part et d'autre également pour moi. Je ne pense pas que la Fiorentina, qui est 3 points de retard, puisse se permettre de perdre à domicile face à la Samp. Cela étant, la Samp peut ramener un match nul de ce déplacement. Donc double pour moi, victoire à domicile ou éventuellement un match nul. Allez, on est tellement bien dans ce sud de l'Europe qu'on va y rester. Bon, allez, c'est du ping-pong. On change encore de pays. On vient chez moi. Hey, Comic Sans user. It's Upwork. The 90s want their font back. Need some graphic design help? Upwork. Whatever you need done. Et là, on est sur les terres de Christophe. De mes ancêtres. Oui, évidemment. Voire de mes grands-mères, puisque j'ai une grand-mère de Valence et une grand-mère du Pays Basque. Donc là, on a deux clubs. Je vais avoir des soucis au paradis lorsque je vais y monter. Non, mon père, tu n'auras pas de soucis. Hein. C'est pas ta destination. Je te remercie, Rudy. Bon, c'est vrai que je vais miser d'abord sur un nul, pour faire plaisir à tout le monde, dans la famille, et ensuite je verrai plutôt quand même une victoire de l'Athletic Bilbao. Villarreal, Ronny, qui... Bah oui, c'est Villarreal qui est fou. En même temps, va pas être sur le sable. En même temps, Bilbao, c'est pas mieux non plus, sauf qu'ils ont gagné la semaine dernière et qu'ils sont sur une nouvelle dynamique, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas connu les joies de la victoire. Bilbao qui n'a gagné que 3 fois, quand même, au cours de toute son histoire à Villarreal. Il y a eu 18 confrontations entre les deux équipes. Alors oui, moi je vois bien le sous-marin jaune, allez, remettre
les flotteurs et puis remonter à la surface. Oh là là, sous-marin jaune, gilet jaune, même combat. Moi, je vais respecter les abuelitas, les grands-mères de Christophe, et je veux pas me prononcer, enfin, me pencher pour un match nul. Je veux pas me fâcher avec les abuelitas. Si tu veux un paradis. Oh non, non, C'est pas gagné non plus. C'est pire. Tu passeras même pas par le purgatoire, donc aux enfers direct. Je verrai même pas comment il s'appelle celui qui juge. Saint-Pierre. Saint-Pierre. Non. Le seul saint que vous voyez régulièrement, c'est 5h du matin. Alors, moi, je vais ne manquer de respect à personne. Je mettrai le grand écart. N'y voyez aucun respect pour qui que ce soit, surtout pas pour des grands-mères. Hein, voilà. Donc, non, je jouerai éventuellement la victoire. Pas de respect aux grands-mères, mais vous les invitez à faire le grand écart, je sais pas. Elles sont peut-être pas concernées. Non, je vois, à un moment donné, le sous-marin jaune est désespérant. À un moment donné, pareil, hein, ce que je disais il y a quelques instants. Quand tout va mal, c'est là que la lumière peut surgir. Bilbao, sur qui pas grand monde sur ce plateau misait la semaine dernière, a gagné. Face à Séville qui plus est. Donc Villarreal a de quoi battre Bilbao, qui n'est pas non plus un fourreau de guerre. Mais dans le même temps, Bilbao qui vient de trouver un supplément d'âme peut encore continuer puisqu'ils sont déjà 15e. Ils étaient très bas la semaine dernière, ils sont 15e. Donc voilà, victoire à domicile ou victoire à l'extérieur. Allez, on va poursuivre dans le jaune dans un instant. Un jaune qui se déplace à Angers, Ronny. Oui, les Canaries qui quittent la jaunelière et vont à Angers. Il y a eu 19 confrontations entre ces deux formations à Angers. Il y a eu seulement 2 victoires pour Angers. Oui, Angers qui ne réussit pas en général face à Nantes à domicile. Les Angevins qui n'ont plus gagné depuis la saison 72-73 face à Nantes. Mais ils n'ont plus marqué non plus depuis 78-79. Aucun but de marqué pour Angers face à Nantes depuis 78-79. Alors pour ces raisons-là, moi je préconise le match nul. Je suis un beau 0-0. Ah ouais. Vous ne mouillez pas dans la Loire? Non. Alors j'ai tellement dit que Vaïd faisait le job. Bon là, alors ça n'a pas été le cas la semaine dernière, mais je vais quand même tenter pas une surprise, mais un petit résultat de l'équipe qui se déplace, donc les Jaunes Canaries. Qui gagnerait donc ce Loirico. Exactement. Ouais, c'est une trouvaille de Snorri qu'on salue. J'espère que le Loirico... Loirico rouge. J'espère que le Loirico ne se transformera pas en bourrico. Non, sincèrement, un beau 0-0 des familles. Nantes ne perdra pas 2 matchs dans la même semaine. Donc, et Angers, je ne les vois pas perdre chez eux. Et on va rester avec le championnat de Ligue 1 pour le match suivant. À toi, Christophe. Difficile à pronostiquer ce match. Je vais donc faire une double option. Je vois une victoire de Rennes à domicile parce que malgré tout ce qu'on peut dire de Rennes, il y a quand même une équipe, il y a des joueurs qui sont quand même à fort potentiel à venir, mais il y a des bons joueurs et Montpellier qui est là, qui est bien positionné. Donc une victoire de Rennes ou un match nul. Montpellier, Rennes, Ronny qui a mordu la poussière face à Guingamp. Et oui, qui a relancé Guingamp dans la course au maintien. Une première victoire des Guingampais sous la férule de Gourvenec. Avantage quand même à Rennes qui en 20 confrontations a gagné à 10 reprises face à Montpellier, concédé 4 matchs nuls et seulement 6 petites défaites. Petites pas tant que ça, puisqu'il y a eu 20 confrontations quand même, ça fait beaucoup, 6 défaites en 20 confrontations. Mais je reste sur mes bonnes impressions de ce Stade Rennais retrouvé en 2019. Victoire du Stade Rennais et pourquoi pas un match nul, puisque Montpellier n'ira pas avec l'opportunité de faire une opération porte ouverte à Rennes. Je pense que la boutique sera bien fermée, le bus sera bien garé devant et ils sont capables de récupérer un point. Rennes, Montpellier est dans le dur depuis quelques journées puisqu'il ne joue qu'à l'énergie. C'est très solide, c'est très fort physiquement. Der Zakarian tire la substantifique moelle de tout le monde. Donc je crois que Montpellier peut aller chercher un point à
à Rennes, mais je ne pense pas que Rennes puisse perdre 2 matchs dans la même semaine. Alors, dans les derbies, parmi les clubs bretons, Rennes, c'est toujours le plus mauvais. Ils perdaient face à Lorient, ils perdaient face à Guingamp, ils ont encore perdu. Donc, je crois que Rennes peut gagner et Rennes ou il peut y avoir un match nul, tout simplement parce que pour la victoire rennaise, Rennes a beaucoup plus de talent que Montpellier. Il n'y a pas photo. Je vois quand même Rennes se ressaisir à la maison et l'emporter sur ce match-là. C'est vrai qu'on pourrait être tenté de mettre un petit match nul, mais je crois que j'ai atteint mon quota de double. Donc je vais quand même rester sur une victoire des hommes du petit Stéphane. Ouais. Bon, on verra tout cela. On arrive donc dans la toute dernière partie de cette feuille de match avec ce pactole de 500 000 € à gagner et une réaction obligatoire, une victoire ou rien d'autre. On en parle dans un instant. Alors je sens que Christophe ne sera pas réinvité de sitôt. Il souhaite une victoire de camp. Non, pas du tout. Alors, bon, t'écoutes. Dans le malheur Bico. Rudy, sache que... Le malheur Bico. Malheur Bico. Sache, Rudy, que lorsque je pense à Caen-Marseille, je ne vois que des victoires marseillaises. Aussi loin que je me souvienne, alors je ne suis pas le statisticien, mais nous saurons si ça correspond à une réalité, je ne vois que des victoires marseillaises. Et comme tu dis, il est grand temps, je te rappelle que j'ai soutenu l'entraîneur, et il est grand temps qu'il prouve que mon soutien vaut quelque chose. Donc, victoire de Marseille. Ça a été souvent un beau match, hein, ce camp Marseille. La parole est à moi. Oui. À la défense. À la défense. Eh bien, je confirme que depuis 96-97, qu'on n'a plus battu l'Olympique de Marseille. Marseille qui reste sur une série quand même impressionnante de 5 victoires consécutives face à Caen. À mon avis, les Marseillais vont passer la 6e. Oui, Marseille doit gagner, vous l'avez dit, et malheureusement, pour les Canets, comme ils n'ont rien à proposer en retour, donc je vois l'OM s'imposer, à moins que l'OM puisse encore descendre son niveau de jeu. Reste à voir, mais je joue la victoire à l'extérieur. Bruno. Mais moi... Attends. Bruno, donne-moi 2 secondes. Bruno sera le seul À ne pas donner. à ne pas pronostiquer la victoire de Marseille, tout simplement parce qu'à Caen, il y a un Guadeloupéen. Non, ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Non, ça peut être la deuxième raison. Mais la raison, comme vu la menace que notre ami a reçue et que je veux continuer à être sur ce plateau, je vais quand même pronostiquer une victoire de Marseille. Il faut absolument rester sérieux. Non, mais je suis sérieux parce que tu nous expliquais que si on est Guadeloupéen, on doit soutenir Thierry Henry Mordicus. Et donc, de l'autre côté, il y a Beauvu. Oui. Claudio. Alors, il faut doubler. Alors, on va doubler. Voilà. Il n'y a plus de doigt au double. Très honnêtement et sérieusement, si Marseille ne gagne pas à Caen, c'est que les gars ont décidé de lourder. Bon, pour une fois, je vais dire, allez, Marseille, sur ce match-là, on laisse passer pour que Garcia, saute. Ouais, Vous mettez qui? c'est n'importe qui. À ce point-là. Attends. Vous voulez le retour d'Anigo? Non, mais attends. Vous voulez le retour d'Anigo? Comme vous voulez, en fait. Mais je vais répondre. À Monu, on ne savait pas qui on allait mettre. On a viré Mourinho. Sauf qu'il y avait des joueurs de football. Ça a fonctionné direct. Non, mais il y a des joueurs de football. L'effectif intéresse. Attends. À Rennes, il fallait virer la Mouchi, on ne savait pas qui mettre. Mais il y a des joueurs ça de football. fonctionnait direct. Mais il y a des joueurs de football, Rudy. Marseille n'a pas de joueurs pour aller gagner le championnat de France, mais Marseille a des joueurs pour gagner Rennes. Oui, mais Marseille a des joueurs pour gagner Rennes-Caen pour gagner contre Saint-Etienne hier. Oui, mais on n'a plus de champion du monde de 98 disponible là comme entraîneur. Ils ont tous été pris, ça y est. Non, quelques Lucerail. Oui, Laurent Blanc. Quelques Lucerail. Et qui est signé avec Porto. Ah bon? Vous avez dit n'importe qui? Non, mais il n'est pas. Il va se faire lâcher. Mais vous avez dit n'importe qui. Laurent Blanc est au PSG. Oui, mais il a porté le maillot. Mais il a joué à Marseille. Ouais, non, mais on l'a oublié ça. Il va se faire lyncher là. Vous êtes comme ça? Non, pas moi. Je suis pas sur la Canebière. Vous militez pour Canigo. C'est passé ça, on dit il y a eu des joueurs qui ont joué à Paris, qui ont joué après. Non, j'ai entendu des interviews récemment de joueurs qui ne. Non. Le dénommé Sako, Mamadou.
Oui, mais, mais vous aviez Il préfère être au chômage. Mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit parce qu'il est en contrat à Crystal Palace. Mais alors attendez, lorsqu'il sera en fin de carrière, qu'il n'aura plus de club, dites à l'OM de venir, vous allez voir s'il va refuser. Il faut arrêter aussi. Attendez, Stambouli avait tatoué l'écusson du PSG sur son cœur. Non, de Marseille. C'était l'inverse. C'était l'inverse, donc il a changé de club, il faut arrêter. Bon, allez, en tout cas, mon Garcia. Ça me beaucoup s'il y a l'écusson du. Non, on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Changer de club. Non, attendez, excusez-moi. On ne veut absolument pas savoir où elle a tatoué l'écusson du PSG. Et on ne veut pas savoir comment vous le savez. Je sais que vous êtes dans ces petits papiers, et c'est un euphémisme. Pour le reste, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va se retrouver dans un instant pour le match numéro 14, et c'est The Derby. Alors pour nos amis téléspectateurs qui ne connaîtraient pas Sandra Gokoul, alors je vais faire attention pour ne pas déraper, c'est une chroniqueuse sur RCI. Qu'est-ce que vous avez dit? Si vous avez dérapé, vous avez dit quoi? Mais je n'ai pas dérapé. Non, mais ce qui m'a fait aussi, vous avez tellement mis de. Faites attention à pas déraper. On dit que les Antillais ne prononcent pas les R. Ah non. Il a fait attention. Non, moi voilà, non, elle fait des pronostics sur RCI avec Bruno et Ronnie. Voilà. Donc tiens, c'est à toi, Ronnie. Elle excelle d'ailleurs. XXL, vous dites? La semaine olympique. Ils sont tous moustillés quand on parle de Sandra, vous voyez. C'est bizarre, hein. Voilà. Bon. Sauf Cédric Santime. Voilà, j'ai gardé mon flegme. Est-ce que à se demander pourquoi? J'ai gardé mon flegme. Ça vous je vais mener l'enquête. Alors, ça ne vous interpelle pas de savoir comment Bruno Michauvigne connaît l'endroit où est tatouée cette date. Mais parce que j'ai gardé mon flegme, ça vous interpelle. Ça m'étonne. Alors, je voudrais, à ce stade de la conversation, je voudrais quand même préciser à nos amis téléspectateurs, garder son flegme. Flegme, ce n'est pas un pantalon. En tout cas, le dernier match de la grille nous propose The Derby, vous l'avez dit, Saint-Étienne-Lyon. C'est Saint-Étienne qui poursuit sa semaine olympique. Après l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais pour les Stéphanois. Après 3 victoires d'affilée, Saint-Étienne a été sèchement battu, souvenez-vous, l'an passé par ces Lyonnais. Il y aura, à mon avis, de la revanche dans l'air. C'est toujours un match électrique entre Stéphanois et Lyonnais. Il y a quoi? Il y a 50 km à peine entre les deux villes. C'est aussi 50% de victoire pour les SSE face à ces Lyonnais. Et oui, à domicile, les Stéphanois ont remporté quand même la moitié de leur match à domicile face aux Lyonnais. C'est un match très compliqué à pronostiquer vu la forme actuelle des deux équipes. Lyon n'est pas au top, mais contre Saint-Étienne va forcément être meilleur que ce qu'on a vu hier, par exemple, contre Toulouse. Ça veut dire que toutes les issues sont possibles pour cette rencontre-là. Sur cette rencontre-là, moi, je préconise une couverture complète. Voilà. Je confirme, c'est mon choix pour différentes raisons. D'abord parce qu'on retrouve les grands meneurs de jeu de ces deux équipes. Wabi Kazri hier a fait la démonstration et je l'avais déjà prévu avant même ce match, mais hier a marqué 2 beaux buts, marqué 2 buts et il est en forme. C'est l'homme en forme, il fait partie des meilleurs buteurs du championnat, même si on n'en parle pas beaucoup. Et de l'autre côté, on a Fekir qui est revenu enfin à un niveau intéressant puisque hier, grâce à lui, l'équipe de Lyon a pu revenir au score contre cette excellente équipe de Toulouse. Si cher à notre ami Cédric. Là, en l'occurrence, je vois aussi une volonté de la part de Saint-Étienne de prendre une revanche, parce qu'on se rappelle de l'humiliation de l'an dernier. Donc, je vois une victoire de Saint-Étienne, mais je vois aussi une victoire de Lyon, et je vois bien un match nul dans tout ça. Et du côté stéphanois, le gardien, c'est un ancien Lyonnais. Enfin, il a été stéphanois, il était Lyonnais. Grégory Coupé. Rappelez-vous de ce qu'avait fait Batz il y a quelques temps. Mais enfin bon, c'est The Derby en tout cas. Oui, c'est un derby aussi. Bon, il est évident qu'on se couvre sur un match comme ça. C'est vrai qu'à une certaine époque, on ne l'aurait pas fait parce que Lyon était tellement plus dominateur sur cette équipe stéphanoise. Mais là, c'est en plus dans le beau chaudron vert, donc tout est possible. Et je me couvre, je ne prends pas de risque. En tout cas, pas sur ce match-là. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de braves sur ce plateau. Moi, je m'arrêterai simplement, puisque j'ai déjà ma couverture complète. Par ailleurs. Donc, je m'arrêterai sincèrement, simplement sur un match nul entre ces deux équipes, puisque je ne pense pas qu'elles arriveront à se départager. Bon, moi, comme
Cédric Paul de Bras, je vais les mettre là. Victoire de Lyon, victoire sèche. Voilà, c'est ce que je dis. De ce que j'ai vu hier des Verts, même si les Verts devaient se galvaniser, se transcender face à Lyon, Lyon est intrinsèquement meilleur que... Ouais, ils ont raté un match, je vous dis hier, ils étaient peut-être passés à côté du match contre Marseille, mais ils sont quand même pas mal. Hein, je n'ai pas vu Saint-Etienne tellement plus flamboyant. Tu m'excuseras, Ronny. Enfin, on en reparlera. Je veux bien parier un déjeuner avec toi, même si la plupart du temps, c'est moi qui paye. Vous voulez déjà vous inviter, vous, Cédric? Écoutez, je veux dire, je peux arbitrer, il n'y a pas de problème. Oui. Les arbitres ne touchent pas. Non. C'est de la corruption. Là, c'est de la corruption. Et je parle sous... On peut partager la récompense. Non, c'est de la corruption. Je parle en présence de mon avocat. Je serai obligé de venir pour le coup. Je prends le pari alors devant vous, chers téléspectateurs, du déjeuner. Mon Dieu. En cas de victoire. Quelles sont les preuves que vous apporterez pour prouver que vous avez fait le déjeuner? On va faire un Facebook Live. En tout cas, on se retrouve dans un court instant. Cédric va vous proposer une grille que vous devrez valider samedi avant 14h55 si vous voulez gagner tout ou partie de ces 500 000 € du pactole. Alors, la grille résumée par Rudy Zorobabel nous propose... Voilà, c'est la science. Non, plus sincèrement, allez, plus sérieusement. Monaco-Strasbourg, le 1 et le N. Match numéro 2, Bordeaux-Dijon, le 1. Match numéro 3, Nîmes-Toulouse, le 1 et le N. Match numéro 4, Reims-Nice, le 2. Match numéro 5, match féminin entre la France et les États-Unis, le 1. Match numéro 6 entre le Celta Vigo et le FC Valence, le 2. Match numéro 7 entre l'Inter de Milan et Sassuolo, le 1. Match numéro 8 entre le Napoli et la Lazio de Rome, le 1. Match numéro 9 entre la Fiorentina et la Sampdoria, le 2. Match numéro 10, victoire à domicile de Villarreal face à Bilbao, donc le 1. Match numéro 11, match entre Angers et Nantes, le N et le 2. Match numéro 12, Rennes-Montpellier, le 1 et le N. Match numéro 13, Caen-Marseille, le N ou le 2. Match numéro 14, Saint-Etienne-Lyon, 1, N, 2. C'est bizarre, moi je la sens bien cette grille, comme on dit trivialement, elle a de la gueule et on verra donc la semaine prochaine si on vous aura aidé à gagner donc cette cagnotte de 500 000 €. Christophe Cartero, maître Christophe Cartero, merci. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que tu vas honorer la prochaine invitation qu'on te fera. Je serai présent. Très bien. Monsieur Béral. La semaine prochaine, avec un déjeuner à la clé. Donc il est suspendu, maître. Vous avez vu, c'est entre vous et moi. Donc si Saint-Etienne l'emporte, je suis invité, je choisirai. J'aurai le choix des armes. Et si c'est M. Zorobabel qui l'emporte, eh bien il aura également le choix des armes. Si. Alors on va rétablir les règles du pain. Si Saint-Etienne l'emporte, j'accepte votre invitation. D'accord? Et si c'est Lyon qui l'emporte, eh bien, ben oui, vous aurez perdu votre pari. Vous auriez pu être un bel avocat. Merci, bonne soirée. Je serai là, je vous accompagnerai puisque nous célébrerons votre victoire ensemble. Voilà. Je voulais juste une précision, ce déjeuner aura lieu avant notre départ à Miami ou après? C'est terrible, à chaque fois que je vous dis, chaque fois que vous allez parler de ça, vous repoussez d'un an. C'est comme quand on se trompe sur le code du téléphone. Chaque fois que vous en parlez, vous repoussez d'un an, mais vous ne l'entendez pas. Trois codes PIN fausses. Vous êtes rosse. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Passez une très très belle fin de soirée sur notre antenne. Et bonne chance pour cette grille qui vaut 500 000 €. On se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous.